Nous allons reprendre la séance ordinaire par deux lectures. La première lecture est par le professeur Gaëtan Leloup, changement de paradigme de la restauration dentaire. Et puis ça sera Eric Salmon, je connais tous les deux très bien personnellement, donc je resterai très objectif. Gaëtan Leloup, il a réussi l'examen d'entrée en sciences de l'ingénieur en 1983 et puis a commencé les sciences dentaires à l'UCL, diplômé en juin 88. Il était aspirant FNRS de 88 à 92 avec une thèse de doctorat en sciences biomédicales à l'Institut de Buve sur le rôle des activateurs de plasminogènes dans la résorption osseuse. Elle a fait 3 années d'assistanat facultaire à l'UCL et elle a fait un postdoc en sciences de matériaux à Amsterdam. Il a été nommé comme professeur adjoint à l'UCL en 1995. Le défi de cette nomination était d'initier et de développer la recherche en biomatériaux dentaires au sein de l'UCL. Et elle a fait une joint venture avec les collègues du secteur des sciences et technologies, avec finalement une création d'un centre qui s'est étendu avec une 50aine de membres et de nombreuses disciplines, tant du secteur des sciences de la santé que du secteur des sciences et technologies. En parallèle à ses missions de recherche, elle a une réelle passion pour la pédagogie qui l'a amenée à finaliser un master complémentaire en pédagogie universitaire en 2004. Elle a organisé plusieurs réformes du programme en sciences dentaires et elle a assuré la fonction de vice-doyenne à la faculté de médecine et de médecine dentaire et présidente de l'école de médecine dentaire de 2010 à 2013. Professeur ordinaire en 2015, elle a alors shifté vers la clinique. Elle est chef du département de médecine dentaire et de stomatologie depuis mars 2016 aux cliniques Saint-Luc. Un nouveau défi. Gaëtan. Et pas le moindre. Alors, monsieur le Président, Madame et Monsieur les vice-présidents, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, effectivement, c'est un grand honneur de pouvoir vous faire cet exposé aujourd'hui, mais je vous avoue, Monsieur le Président parlait de défi, mais c'est aussi un défi que je me suis fixé en venant vous présenter ça, parce que mon objectif est, si je parviens à vous prouver que le dentiste n'est pas exclusivement un faiseur de sourires, mais qu'il est aussi réellement un partenaire dans la prise en charge globale du patient, et donc quand je dis bien global, tant médical que dentaire, alors j'aurais atteint probablement le premier objectif que je me suis fixé. Mais je me suis aussi fixé un deuxième objectif, c'est que vous repartiez avec l'idée qu'effectivement, vos dents ne sont pas juste un petit bout blanc de tissu minéralisé qui a pour objectif de refléter la lumière des flashs, mais qu'effectivement, c'est un organe biologique avec un potentiel médical évident, avéré, et qu'on est vraiment dans une situation où l'objectif c'est de le conserver, de le manager autant que possible. Alors juste une petite parenthèse quant à la blancheur qui est peut-être bien photoshopée, j'ai permis d'aller rechercher ce que les dentistes utilisent comme teintier pour assortir les restaurations qu'ils font, et comme vous verrez, le blanc n'est pas le blanc pur de ces photos, n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident dans nos teintiers. Voilà, pour rassurer, je ferme la parenthèse. Ceci dit, quand on va sur les sites internet et quand les gens essaient de se rechercher, alors on essaie de changer cette image de sciences dentaires, mais on est avec des sites qui sont là, un sourire de star à la portée de tous, donc vous imaginez l'état d'esprit des patients qui arrivent. Et si vous êtes raisonnable et que vous vous dites non, ça c'est pas pour moi, alors vous avez le coup près qui vous tombe, c'est le sourire qui change votre vie, et c'est le sourire qui est effectivement l'indicateur fiable de votre propre bien-être. J'espère ne pas ébranler trop vos convictions à ce niveau-là, mais donc on est dans une mentalité people, entre guillemets, et Internet qui ne va pas beaucoup nous aider à faire ce changement de paradigme, d'autant plus que ceux qui décident d'aller chez le dentiste, et il y en a certainement certains parmi vous, et je ne les viserai pas, mais ils vont se reconnaître, qui vont se demander si la phobie du dentiste n'est pas quelque chose qui existe. Donc ces sites sont là, vous tapez phobie du dentiste, vous en avez une quantité. Et donc on part avec une jambe de bois pour commencer ce marathon. Mais donc ça n'empêche que je pense qu'il est vraiment important
de se rendre compte que le dentiste est vraiment un partenaire de la prise en charge. Et donc, dans ce changement de paradigme, je vais le faire à 2 niveaux. Je vais le faire au niveau de cette prise en charge globale, donc médicale, et j'insiste vraiment sur ce terme-là. Et puis, je mettrai le focus sur l'aspect plus restauration dentaire unitaire, puisque c'est quand même, comme vous l'a décrit le professeur Molin, là-dessus que j'ai orienté toutes mes recherches au cours de ces 10 dernières années. Et donc, l'objectif, c'est un petit peu de secouer cette vision qu'on a du praticien en sciences dentaires. Alors, quand on commence à parler de santé, il me semblait important de faire un petit état de l'art ou une petite arrêt sur image sur la santé bucco-dentaire belge. Et je suis assez fière de pouvoir vous faire part des résultats d'une étude belge, donc francophone, néerlandophone, multi-université, auquel participe le docteur Carvalho, qui est dans notre école et département, ainsi que le professeur Vanny Meneuse. Et donc c'est une étude qui a été faite en plusieurs phases. Le dernier rapport pour l'étude 2012-2014 est sorti en 2015. Qu'est-ce qui nous montre? L'objectif, c'était effectivement d'avoir un reflet le plus précis possible de la santé bucco-dentaire belge, de tout âge confondu, puisqu'on partait de 5 à 75 ans. Alors, ce rapport est énorme. J'ai essayé de prendre quelques arguments. Et pour que vous le compreniez, il faut d'abord que je vous explique comment est-ce qu'on peut mesurer la santé bucco-dentaire. Il est évident qu'on peut aller mesurer l'indice de plaque. Faites l'expérience vous-même. Si vous êtes passé relativement loin de vos dents avec votre brosse à dents, vous sentirez directement qu'il y a de la plaque qui va venir s'y déposer. Le dentiste peut essayer de la quantifier. On peut mesurer un indice parodontal, c'est-à-dire qu'avant que vos dents ne se déchaussent et que ça ne se voit visuellement, il peut y avoir une perte d'attache, et donc ça peut être mesuré. Mais ce que je vais vous illustrer, c'est l'indice carieux, donc le nombre de dents atteintes par la carie. C'est un indice qui est assez ancien et qui consiste à faire un examen clinique et ou radiographique de vos dents en partant de ce qu'on appelle la 17 jusqu'à la 27. Donc vous prenez votre deuxième molaire droite pour vous. Vous imaginez cette représentation comme un patient avec une bouche grande ouverte devant vous. Et donc vous pouvez mesurer et évaluer cet indice carieux. Ce qui se passe, c'est que si la dent est intacte, aucun problème de la dent, l'indice sera évidemment égal à 0. Si cette dent est cariée, si cette dent est absente, mais pour des raisons de carie, donc là, typiquement une dent qui a été extraite pour raison orthodontique, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ou si cette dent est obturée, cet indice vaudra 1. Et donc nous pouvons comptabiliser dent par dent, si on fait ça comme la base unitaire là-dedans, on pourra comptabiliser l'indice CAO. Et donc si vous allez chez votre dentiste et que vous demandez à votre dentiste votre indice carieux, méfiez-vous, s'il commence à parler d'une valeur supérieure à 30, c'est à votre facture qu'il pense, parce qu'on ne prend en compte que 28 dents, et donc c'est impossible que vous montiez au-dessus de ce chiffre-là. S'il parle de la face, on pourra monter sur 128, mais vous ferez vous-même l'analogie avec la facture potentiellement après. Qu'en est-il au niveau de l'indice CAOD des enfants de 12 ans chez nous? Il faut d'abord se rendre compte que l'OMS a considéré la maladie carieuse comme la maladie la plus répandue, une pathologie chronique la plus répandue au niveau du monde. Ils se sont fixés régulièrement des objectifs. Pour l'an 2000, il fallait que les enfants de 12 ans aient un indice inférieur à 3. Vous voyez qu'on est effectivement en 2012, enfin là c'était début 2012-2015, on a un indice carieux inférieur à 1, ce qui veut dire globalement que dans la cavité buccale des enfants de 12 ans, il n'y a potentiellement qu'une dent en moyenne qui est atteinte, ce qui est un indice qui est très très bon si on le compare par rapport à d'autres pays où la réputation est quand même d'avoir une bonne hygiène buccale, une bonne santé buccale. L'autre paramètre qui est intéressant à identifier, ce sont les patients qui sont indemnes de carie, donc le CAOD est égal à 0. Quand vous voyez un chiffre de 71%, à nouveau je pense qu'on peut être relativement satisfait des résultats que l'on présente au niveau buccal, au niveau belge, avec la petite particularité que je me permets d'identifier ici, c'est que ça veut simplement dire que la majorité des caries se trouvent dans une tranche de la population. Et la littérature est là pour montrer que le niveau socio-économique dans tout pays, pas du tout lié à la Belgique, est effectivement un facteur de non-hygiène buccale ou en tout cas de moins bonne santé buccale. Et donc les caries se retrouvent majoritairement, et ça se voit pour avoir fait des enquêtes épidémiologiques et des relevés au niveau de Saint-Gilles et refaire le même relevé dans le même niveau de classe au niveau de Saint-Hubert. À Uccle, vous pouviez vraiment, vous cherchiez les dents au niveau des appareils dentaires à Uccle et vous aviez énormément de caries du côté de Saint-Gilles. Donc les constats socio-économiques sont vraiment importants. Voilà ce qu'il en est pour 12 ans. On monte une tranche d'âge au-dessus, on prend 35-44 ans. Vous voyez que de nouveau, si on se positionne, on est relativement bien positionné. On a une composante d'obturation qui représente 71%, donc la partie blanche, ce sont les dents qui sont obturées, les dents qui sont absentes, les dents qui sont cariées, donc relativement peu de caries
active, si je peux dire comme ça, donc de dents non soignées au niveau buccal. Donc on est de nouveau bien situé et les patients sont bien soignés. Donc quelque part, le rôle de la restauration, quand elle viendra dans cette deuxième phase d'exposé, a tout son sens par rapport à ça. Si on prend la tranche d'âge 65-74 ans, à nouveau, on se situe bien au niveau international, au niveau de la Belgique, là on peut être satisfait. On a évidemment une partie de dents absentes plus importante, mais on a toujours relativement peu de caries, et de ça nous pouvons donc être particulièrement satisfaits. Donc voilà, si on fait ce petit arrêt sur image, mais le rapport est vraiment, je suis un peu désolée de ne pouvoir présenter que ça, mais le rapport est vraiment beaucoup plus important. Mais si on fait ça, ce petit arrêt sur image, on peut constater que notre santé bucco-dentaire belge est relativement bonne. Et on peut s'en réjouir, parce que si on prend l'autre volet de voir par rapport à l'aspect médical, là aussi la littérature va déborder de publications qui vont montrer qu'il va y avoir un impact bucco-dentaire de toute une série de pathologies médicales. Et là, j'attire aussi l'attention sur l'aspect des médicaments. Quand vous prescrivez des médicaments, effectivement, certains de ces médicaments peuvent avoir des impacts. Il ne faut vraiment pas les minimiser. Alors, une chose qui est assez simple, c'est les sirops pour les enfants. C'est rempli de sucre, ce n'est pas l'idéal. Les médicaments, tous médicaments qui ont un impact, et ce n'est pas nécessairement évident, sur la qualité et la quantité salivaire, peuvent avoir vraiment des répercussions bucco-dentaires importantes. Il faut quand même se rendre compte que notre salive, c'est notre meilleure arme contre la carie dentaire. Et donc, vous devez en être conscient. Donc, les médecins doivent, quand ils prescrivent, être vigilants par rapport à ça. L'autre versant de ce point médical, c'est de se dire qu'il peut y avoir des impacts systémiques de pathologies bucco-dentaires, dire autrement de pathologies qui seraient à point d'entrée bucco-dentaire. On parle de tous ces foyers potentiellement infectieux au niveau parodonto ou au niveau endodontique, donc une dent qui se nécrose et qui va effectivement créer un foyer infectieux. Et je reviendrai après sur le troisième point. Je fais juste allusion à une étude qui était une étude Cochrane qui effectivement s'est fort positionnée et essayé de trouver la solution, ou en tout cas le bon prescrit de savoir s'il fallait mettre ou non sous antibiotiques des patients qui devaient supporter des chirurgies cardiaques. À l'époque où moi j'ai fait mes stages, je vous avoue que nous avons des statistiques à faire et des nombres d'extractions, de restauration. J'avais fait une grosse majorité de toutes mes extractions à faire chez un patient qui souffrait de problèmes cardiaques. Et son staff médical avait souhaité n'avoir aucun risque et aucun foyer infectieux. Et donc, en tant qu'étudiante, c'était une bonne chose pour moi. J'ai pu extraire plus de 20 dents en une fois. Mais pour le patient, il s'est retrouvé relativement jeune, avec des prothèses complètes. Et donc ça, quelque part, c'est un sujet qui est régulièrement remis sur le tapis. Et donc, qui implique de nouveau que le patient soit au centre de ce dialogue entre médecins et dentistes pour ne pas avoir des décisions qui sont, je vais dire, excusez-moi, aussi absurde que quand le patient vient, mes jeunes collègues qui sont présents ici organisent une consultation de patients médicalement compromis, c'est-à-dire avec des gros problèmes médicaux sous-jacents, et certains d'entre eux pourront vous dire que certains patients arrivent en disant « Rassurez-vous, je ne me brosse plus les dents sur les conseils de mon médecin », on rentre dans des problématiques qui sont graves et qui ne sont certainement pas dans l'intérêt du patient. Donc il faut vraiment être sensible à ça, il faut garder une hygiène bucco-dentaire, bien évidemment, mais ce n'est certainement pas en mettant la brosse à dents à la poubelle qu'on va arranger la situation. La troisième partie que je voulais juste illustrer rapidement, c'est de montrer que de plus en plus dans la littérature, ça c'est une étude de 2010, vous allez voir la suivante aussi, montre qu'à la limite, le dentiste peut être un réel partenaire en ce sens que certaines pathologies systémiques vont pouvoir être découvertes par des problèmes bucco-dentaires. Et donc ici toute une série de pathologies, peu importe, mais je me suis permis d'extraire la photo. Il diagnostique ceci à partir d'une maladie de Crohn, donc il disait il y a des lésions ou bien des problèmes au niveau gingivaux qui peuvent faire penser à des problèmes diabétiques, et je terminerai ça avec un cas qui a été vu dans l'équipe. Publication aussi récente qui montre tout l'intérêt de nouveau, c'est publication de 2016 qui dit que pourquoi pas utiliser la salive comme effectivement un outil de diagnostic. Donc la salive est peut-être un reflet moins concentré de ce qui se passe au niveau sanguin, mais avec les techniques actuelles, on pourrait retrouver au niveau salivaire toute une série de biomarqueurs génétiques, protéiques, qui pourraient effectivement permettre de diagnostiquer certaines pathologies. Donc de nouveau, alors c'est peut-être pas toutes les pathologies qui pourraient diagnostiquer, mais rappelons que le dentiste peut être vu, et c'est le cas que je voulais vous montrer, qui est un patient qui a été vu par le docteur Leprince et qui est pris en charge maintenant par Mathieu Gilly, et qui est un patient qui est venu pour des problèmes dentaires évidents. En fait, c'est érosion et plus d'émail, dû à quoi? Probablement des reflux gastriques ou œsophagiens, et donc ce patient a été référé, Julien pourra me corriger, au niveau de la gastro-entérologie, et effectivement, il est maintenant pris en charge, tant pour se restaurer ses dents, bien évidemment, mais que d'un point de vue médical.
Donc j'espère que j'ai pu déjà vous donner quelques arguments en allant assez vite pour vous montrer que le dentiste doit être vraiment un partenaire de votre prise en charge globale de votre patient. Mais ça, c'est au jour d'aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu moins ce qui était, donc on commence à changer de paradigme. Et maintenant, je voudrais rajouter une petite couche complémentaire en disant, demain, vous verrez qu'il y a encore un potentiel plus important pour faire intervenir le dentiste au niveau des pathologies ou au niveau des thérapeutiques médicales. Et je fais appel à ça au niveau des cellules souches dentaires. Alors, ce qui est évident, c'est connu depuis une série d'années, c'est que les tissus bucco-dentaires contiennent, il y a une série de niches au niveau de la cavité buccale de cellules souches. Ces niches peuvent se trouver au niveau de la pulpe, donc au niveau de tous les gens parmi vous qui ont des dents qui sont encore bien évidemment vitales. Il y a un nombre de cellules souches important. Il y en a au niveau de la papille quand la dent va être en éruption. Il y en a au niveau du follicule. Il y en a quelques-unes au niveau du ligament. Et il y en a pour la dentition temporaire. Il y en a à ce niveau-là aussi. Mais donc, nous avons un potentiel, ce sont des cellules souches de type mésenchymateuse qui montrent des marqueurs et qui ont effectivement un potentiel de différenciation important dans toute une série de tissus. Et donc, des études relativement récentes, j'essaie de prendre les plus récentes et qui vous montrent une série de schémas, montrent que ces cellules peuvent se différencier en cellules osseuses, en cellules dentaires bien évidemment, en cellules adipeuses, en fibroblastes, en cellules dans la gamme neuronale, et donc on peut avoir des neurones, on peut avoir des cellules qui pourraient aller là-dedans. Julien Leprince m'a communiqué, désolé c'est tout petit, mais un article très récent qui montre qu'un milieu conditionné à partir de cellules souches de dents temporaires permettait dans un modèle de souris d'Alzheimer d'avoir un effet tout à fait bénéfique à ce niveau-là. Donc il y a des éléments au niveau, il y a un potentiel qui est absolument à prendre en compte. Alors, évidemment pas le propos de cet exposé de vous montrer ça, mais je ne résiste pas au plaisir d'illustrer une étude qui a été faite au niveau de l'équipe. Et Julie Van Acker est parmi nous aujourd'hui. Elle a participé à cette étude au sein de l'Institut du LDRI de l'UCL, où ils ont créé chez le rat des lésions de la moelle épinière, dans lesquelles soit ils n'ont rien mis, soit ils ont mis un hydrogel en guise de contrôle, soit ils sont allés mettre clairement la papille apicale qui avait été récoltée sur des dents humaines. Et donc ce qu'ils ont pu voir, donc c'était vraiment relativement simple puisqu'il n'y avait même pas de traitement de ces cellules souches. Et ce qu'ils ont pu voir au niveau de ces graphes, ce que je voudrais juste vous illustrer, c'est que ce sont ces colonnes ici, papilles, qui sont là, qui sont à comparer avec les rats qui ont juste subi une laminectomie, donc sans lésion. Et ce qu'on voit, c'est que le potentiel locomoteur de ces rats, après le délai de 6 semaines, était revenu non significativement différent du point de départ. Et donc, il y a ce potentiel. Ça ne va pas encore résoudre tous les cas accidentels de rupture et de lésions au niveau des moelles, mais il y a manifestement quelque chose qui est à prendre en compte, puisqu'on a pu récupérer. Contrairement ici, c'est le seul petit couac qui était montré, c'est que les cellules souches en tant que telles, elles-mêmes mises dans un hydrogène, n'ont pas pu donner cet effet aussi bénéfique, mais au niveau de la papille, on avait quelque chose qui était relativement intéressant. Alors pourquoi est-ce que... Donc il y a ce potentiel, j'espère vous en avoir convaincu, et la littérature déborde d'autres papiers qui pourraient vous le montrer, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on se place du côté du patient, le patient est peut-être loin de cette littérature-là, mais le patient il regarde Internet, et s'il cherche un tout petit peu sur Internet, il va trouver des sites comme celui-là, recherche très récente, qui vous montrent quoi? Qu'en fait ce sont des sites qui vous proposent de garder vos dents lorsqu'il faut les extraire. À même titre qu'effectivement, on savait qu'on pouvait garder du cordon au niveau, mais on n'a pas des stocks de cordon évidents, et ça, c'est quand même des événements relativement ponctuels. Mais les cellules souches dentaires, donc ils vous proposent de garder votre dent, 2480 pour 20 ans quand même. Mais voilà. Mais s'il va avoir un petit peu plus loin, toute une série de pathologies, ils vont vous dire, voilà, il y a toute une série de pathologies, il vaut mieux que vous gardiez vos dents, le potentiel de cellules souches qui est dedans, et puis ils vous vendent un petit kit dans lequel la dent pourrait être placée dès qu'elle est extraite. Donc le dentiste est vraiment au centre de cette problématique-là, parce que c'est effectivement probablement lui qui va venir, soit le médecin, mais probablement quand même le dentiste, chez qui le patient va arriver en disant « mais là vous allez m'extraire une dent, qu'est-ce que je fais avec cette dent ?» Et donc il faut se rendre compte qu'à ce niveau-là, le dentiste a quelque chose à dire. Donc voilà, j'espère déjà avoir atteint plus ou moins un premier objectif, de vous montrer qu'il faut impérativement établir ce partenariat dans la prise en charge actuelle et certainement future, au niveau de la santé en général. Je vais faire le focus maintenant sur l'aspect plus
changement de paradigme et l'évolution qui s'est passée au niveau de la restauration d'une dent. Donc je vais me focaliser sur ce qu'on appelle la restauration unitaire directe. Très concrètement, vous allez chez votre dentiste, vous avez une carie, vous ressortez, votre dent est soignée. Ça ne passe pas par le laboratoire, ça n'implique pas d'autres dents nécessairement. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous a servi de point d'ancrage central au niveau de nos travaux de recherche. Alors sans aller beaucoup plus loin, je vais quand même essayer non pas de vous faire l'affront, de vous redécrire les tissus qui sont au niveau de votre dent, mais peut-être d'identifier dans ces tissus, spécifiquement émail, dentine et pulpe, les éléments sur lesquels on va pouvoir baser toutes nos théories et ce changement de paradigme. Alors, il y a un potentiel régénérateur de nos dents, c'est clair, j'espère vous l'avoir montré, on a des cellules souches. Ce potentiel est quand même limité parce que nous sommes quand même une espèce d'ifiodonte, j'arriverai à dire le nom, et donc nous n'avons que 2 dentitions, vous en êtes, j'espère, bien conscients. Et heureusement pour les dentistes, nous ne sommes pas une espèce polyphyodonte, puisque là, nous aurions des dentitions qui se succèdent les unes après les autres. Et quand on voit le soin que les gens consacrent aux dentitions temporaires de leurs enfants, on peut largement imaginer que si nous étions polyphyodontes, il n'y aurait pas beaucoup de dentistes sur le marché. Mais donc, allons-y pour décrire un tout petit peu cette tissu dentaire. Qu'est-ce qui m'importe ? Quel est le message que j'aimerais que vous reteniez ? Clairement, l'émail est un tissu minéralisé, hautement minéralisé et que minéralisé. Il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de vaisseaux qui sont au niveau de l'émail. C'est un tissu qui est formé avant l'éruption de la dent. Il peut se reminéraliser, mais il ne se reformera pas dans cette bonne propriété qui donne clairement ses propriétés optiques. Les cristaux, comme vous allez voir à une image microscopique, les cristaux, la disposition des cristaux, c'est ce qui donne ce sourire que vous avez naturel d'une belle dent, peu importe sa teinte, mais en tout cas d'un bel état de surface. La dentine, par contre, est un tissu qui est plus compliant, qui est la masse de la dent, qui est un tissu qui est vivant, qui est un tissu qui est en lien avec des cellules, qui est un tissu avec vaisseaux, qui se dépose tout au long de la formation, qui est un tissu dans lequel les cellules sont les cellules odontoblastiques, c'est un des rares types cellulaires qui vit quasi aussi longtemps que la durée de vie de la dent, donc une longue durée de vie à ce niveau-là, et c'est un tissu qui a une composante organique sur laquelle je vais insister. Donc vous voyez, on est déjà avec 2 tissus, ces 2 tissus sont vraiment bien imbriqués, vous n'avez pas l'impression, sauf quand vous souffrez d'érosion comme ça, où votre dentine apparaît. Mais donc vous avez effectivement une belle imbrication émail-dentine, en sachant que cet émail n'est peut-être pas une grosse partie de vos dents, mais en tout cas c'est celle qui vous donne toutes les qualités de résistance et toutes les qualités esthétiques. Alors ces 2 tissus sont sensibles à l'acide, c'est du minéral, pas tout à fait illogique, donc ça peut se déminéraliser. Ça se déminéralise quand ? Quand il y a un processus carieux, c'est une chose, ou ça se déminéralise de manière iatrogène, quand on vient y appliquer un acide parce qu'on veut venir y faire coller une restauration par exemple. Et donc cette différence de tissu, vous l'observez directement. Quand sur de l'émail, on vient appliquer de l'acide, vous voyez qu'il est un petit peu rongé et donc on a quelque chose qui est tout à fait anfractueux, il y a des petites porosités qui sont créées. Si on vient appliquer de l'acide sur un tissu dentinaire, quand vous voyez directement apparaître cette structure tubulaire et donc cette structure perméable. La dentine est perméable, ce qui se passe d'un côté est transmis directement de l'autre. Et quand on illustre pourquoi cette structure est dentinaire, c'est quand elle est déposée par ces cellules que l'on appelle odontoblastiques et qui reculent au fur et à mesure qu'elle dépose et en y laissant un prolongement. Prolongement que vous voyez sur des photos microscopiques, vous voyez effectivement ce prolongement cellulaire autour desquels vient s'organiser cette dentine. Donc cette dentine est un tissu largement perméable, ce qui veut dire que tout événement qui se passe en périphérie, dès qu'elle atteint la dentine, c'est un événement qui va être transmis au niveau de la pulpe, là où se trouve toute votre sensibilité. Si ça vous parle, que vous n'aviez pas nécessairement une lésion carieuse, mais vous avez éventuellement une petite... Alors certains, on peut les diagnostiquer assez facilement, certains, on met beaucoup de vigueur à brosser les dents, et donc aux étudiants, on dit toujours, vous pouvez dire à votre patient s'il est droitier ou gaucher, parce que si vous brossez très énergiquement, pas de manière appropriée, avec votre main droite, vous allez éroder complètement vos dents du côté gauche, ou inversement. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que si vous allez ici abîmer et lever la protection d'émail sur votre dentine, vous allez avoir une dentine qui est ouverte, une dentine qui est à nu. Une dentine à nu, ça veut dire le stimulus qui va directement arriver au niveau de la pulpe. Et donc vous avez une petite sensibilité, vous allez chez le dentiste, il veut largement voir ce qui se passe, il vient avec la petite soufflette, il vous souffle un petit peu dessus et vous comprenez pourquoi vous n'aimez pas aller chez le dentiste, parce que ça fait particulièrement mal. Et donc cette structure dentinaire, elle est perméable. Il faut en tenir compte dans toutes les évolutions. Elle est perméable et on l'associe souvent, quand on la décrit aux étudiants, on fait des analogies avec le tissu osseux. C'est quelque chose qui est fort proche, vous pouvez comparer par rapport à ça. L'émail, c'est de son côté, mais l'os et la dentine, on peut l'enseigner de manière assez
similaires. Du coup, on se dit, oui, mais alors si la similarité est exacte, est-ce que c'est vraiment un tissu qui a un remodelage constant? Non, c'est pas vrai, la dentine n'a pas de remodelage. La dentine a un dépôt constant vers le centre de la pulpe, mais elle ne se remodèle pas de la même façon que le phallus. Alors du coup, c'est un tissu inerte. On pourrait se dire, effectivement, c'est inerte. C'est perméable, mais c'est inerte. Eh bien non, la littérature prouve qu'effectivement, de plus en plus, il y a une série de composants. Alors, elle est longue, la liste, et de nouveau, ce serait difficile d'aller là-dessus et d'aller en détail, mais il y a toute une série de composants, y compris des facteurs de croissance, y compris des cytokines, des métalloprotéases, des neuropeptides, qui sont en fait déposés par la cellule qui crée la prédentine, donc avant de la minéraliser, et puis ils sont en quelque sorte fossilisés dans la dentine. Mais alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert au fait que quand vous avez vu qu'elle est sensible à l'acide, elle est sensible à l'acide donc dans le processus carieux, et donc quand ces facteurs de croissance sont relibérés parce qu'il y a des minéralisations locales, soit par la carie, soit parce que le praticien vient avec des techniques acides ou d'autres techniques plus basiques, ou voire avec des chélateurs de type EDTA, tous ces éléments bioactifs sont libérés. Et qu'est-ce qu'ils font, ces éléments bioactifs? Structure perméable, je vous l'ai dit, et donc même quand il y a des événements qui se passent en périphérie, en fait les éléments vont pouvoir arriver localement là où se trouve tout le potentiel cellulaire, et vont pouvoir induire, et donc les odontoblastes, je vous montrerai une coupe encore tout à l'heure, les odontoblastes qui sont là reçoivent bien le message périphérique de tous ces facteurs de croissance qui viennent les stimuler, et on a un dépôt de ce que nous appelons la dentine tertiaire. La primaire est formée avant l'éruption, la secondaire est formée pendant la vie de la dent à rythme très très ralenti, et la tertiaire, mais de manière tout à fait continue dans toute la cavité pulpaire, et la tertiaire, le tissu pulpaire a la compétence d'aller essayer de vraiment y mettre un pansement, une cicatrice, on peut l'imaginer comme on veut, pour vraiment laisser l'agresseur, entre guillemets, en périphérie. Donc ça, c'est de la dentine tertiaire. De type réactionnel, parce que ce sont les cellules qui sont en place, qui ont bien reçu le message, tous ces facteurs de croissance se sont libérés, ils sont venus stimuler. On peut imaginer que le processus prend un tout petit peu plus d'ampleur, et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dans ma pulpe? Ce que j'ai dans ma pulpe, si je suis en phase physiologique, j'ai des cellules odontoblastiques, ce qu'on appelle de la prédentine et la dentine. Vous observez déjà cet aspect tubulaire, donc c'est ce que je vous ai décrit. Et qu'est-ce que je vais voir là? Je vais retrouver cette couche cellulaire, une couche que l'on décrit comme acellulaire parce que est riche en vaisseaux et en fibres nerveuses. Vous savez que ça fait mal quand on bouge et qu'on passe au petit jet d'air. Et puis on a une zone riche en cellules. Qu'est-ce qu'on retrouve comme cellules? On retrouve des fibroblastes, c'est un tissu conjonctif. On retrouve des cellules pulpaires, des cellules souches, je vous les décris, elles sont là, elles sont prêtes à intervenir, et toute une série de cellules de type inflammatoire. Puisque c'est un tissu conjonctif, c'est un tissu qui peut subir une réaction inflammatoire. Effectivement, on a tous les éléments, on a du collagène, on a des vaisseaux, on a des artères, on a des vaisseaux, des artérioles, des petits vénules, des petits capillaires qui sont là. Avec quand même une particularité, que tout ce paquet vasculo-nerveux ne rentre dans la dent et dans la pulpe que par le foramen apical, donc il n'y a qu'une petite extrémité, il n'y a pas de circulation latérale, et je me permets quand même juste, mais vous en êtes bien conscient, c'est un tissu qui est tout à fait non compliant, et donc quand il y a inflammation et qu'il y a gonflement, qu'il y a fuite plasmatique du liquide, il n'y a pas de gonflement possible. Et donc ceux qui ont vécu une pulpite pourront me dire qu'effectivement ça fait mal. Quand la carie continue à évoluer et qu'elle commence à mettre à mal les cellules odontoblastiques, eh bien, on a ces cellules souches, elles sont là aussi pour résoudre des problèmes médicaux futurs, mais elles sont aussi là pour résoudre des problèmes dentaires. Et donc, elles vont se mobiliser, de nouveau, même processus, par tous ces facteurs, tout ce potentiel bioactif de la dentine. Elles vont être mobilisées pour venir cette fois faire une dentine qu'on appellera plus réparatrice, puisque la dentine de base a quasi disparu, rongée par le processus carieux. Et donc, on se retrouve avec une sorte de cicatrice dentinaire qui vient effectivement toujours dans le but d'essayer de laisser l'agent agresseur en périphérie. Ce sur quoi je veux attirer votre attention ici, c'est que vous voyez bien la carie, vous voyez bien que vous vous dites elle est du côté pulpaire, la pulpe est probablement touchée. De fait, la pulpe est dans un état inflammatoire, la pulpe a réagi comme elle a pu, ceci va être probablement aussi ultérieurement détruit par le processus carieux. Mais si je fais un focus un tout petit peu plus bas, si je vais me balader un petit peu plus dans la pulpe radiculaire, donc au niveau, je fais une coupe histologique et ce que je vois, c'est quelque chose qui ressemble quand même fortement à une pulpe saine. Et donc ce que je vous montrerai tout à l'heure avec une étude de Julien Bocchis, c'est que
Ici, si votre dentiste vous dit « Oh, je pense qu'on est près de la pulpe, on y va, on va dévitaliser », je prendrai simplement l'image, c'est qu'on a sorti le bazooka pour tuer la mouche, parce qu'effectivement, on a encore un potentiel vivant là, et gardons-le. Il est important de le conserver. Et donc j'arrive maintenant, j'espère de nouveau, étape complémentaire, vous avoir convaincu du potentiel dentaire. Alors comment est-ce que maintenant, quels sont les matériaux qu'on a à notre disposition? Comment est-ce qu'on peut préserver ce potentiel dentaire? Comment est-ce qu'on peut effectivement venir vous donner un bon sourire? Ça, je pense que les dentistes qui sont dans la salle, effectivement, c'est leur objectif. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment des mains d'or pour réaliser des belles restaurations. Mais quand il faut les restaurer, elles sont là. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des matériaux qui sont le plus respectueux de tous ces tissus qui sont présents et qui ne consistent pas juste à dire « je fais un trou, je le bouche et on s'arrête là ». Récemment, le Dr Schmalz, qui est effectivement monsieur biocompatibilité dans les matériaux dentaires, a publié une publication qui revenait un peu comment effectivement avoir des matériaux biocompatibles, ce qui avait en soi un côté très rassurant parce que c'est en fait les arguments qu'on avait essayé de développer quand on a créé ce centre de recherche et toutes ces activités. Nous prétendions, et je vais vous l'exposer aussi, qu'il faut effectivement mettre au point des méthodes de caractérisation. Le praticien, c'est un mini-chimiste, il utilise une quantité de matériaux différents, il faut qu'il les maîtrise pour les utiliser à bon escient. Il faut aussi qu'on ne soit pas autorisé, je ne vais pas vous inquiéter quand même, mais enfin, la mise sur le marché d'un matériau dentaire, pour ceux qui maîtrisent, et il y en a dans la salle, tout ce qui est médicaments, ça n'a strictement rien à voir. On ne va pas dire qu'on peut mettre tout et n'importe quoi sur le marché dentaire, parce que là j'exagérerais, mais les études à faire, il n'y a pas nécessairement d'études cliniques, on est dans la classe 2A, donc c'est mieux, mais alors ce sont des études cliniques à 6 mois, c'est pas évident, et donc il faut absolument qu'on maîtrise mieux les matériaux qui puissent être mis là. Il faut qu'on analyse ces matériaux, non pas en disant c'est un matériau qui est résistant, c'est bon, on peut le mettre dans la cavité buccale, mais il faut qu'effectivement on voit comment il va se comporter avec tout ce potentiel. Et puis, last but not least, il faut éduquer les praticiens, il faut éduquer les patients, mais bon là on n'est pas très aidé par les sites internet, mais il faut aussi éduquer les praticiens pour un usage optimal. Vous allez voir que c'était vraiment ça qui était un des core business de nos recherches, c'était vraiment de montrer qu'on utilise à bon escient et en maîtrisant ces matériaux. Alors dans ces changements de paradigme, vous allez dire, ben oui, elle va sûrement nous parler de l'amalgame, on ne place plus d'amalgame, l'amalgame étant le terme, on ne va plus placer ce plombage, ce fameux plombage. Ce n'était pas du tout mes propos. Effectivement, de fait, on place de moins en moins de plombage pour mettre des résines composites. Je me permets quand même juste de dire qu'il n'y a même pas de traces de plomb dans ces fameux plombages. Pour ceux qui ont en bouche, vous n'avez pas de plomb en bouche. Vous avez effectivement du mercure, mais ce mercure risque relativement peu d'être libéré. Donc il y a de nouveau eu, la presse a joué un rôle majeur là-dedans. Les patients qui avaient effectivement des amalgames souffraient de tous les maux, vous les passerez, mais ils étaient quand même souvent très distants et très loin des problèmes qui étaient bucco-dentaires à proprement parler. Donc il y a eu une évolution, mais si on regarde la littérature et si on essaye de voir ce qui se passe, les études cliniques à long terme ne montrent pas que les composites sont la panacée par rapport à l'amalgame. Entre autres en Belgique, il faut vous rendre compte, mais je suppose que certains d'entre vous l'ont découvert à leur dépens, qu'effectivement toutes les restaurations fixes, quand vous voulez une couronne et tout, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, et entre autres en France. Et donc mes collègues dentistes sont souvent amenés à faire des restaurations, ce qu'on appelle des grandes restaurations, où il faut restaurer une grosse partie de la dent. Et dans ces conditions-là, l'amalgame a encore tout son sens. Certaines écoles dentaires ne l'enseignent plus, certaines facultés ou certains départements n'en ont plus dans leur stock. Nous considérons encore jusqu'à présent, les études du professeur Van Nieuwenhuis ont montré que l'amalgame avait donné encore des bons résultats. Certes, il n'est pas esthétique, le sourire de star avec un amalgame au milieu, ça ne va pas le faire, donc on est bien d'accord. Ce sont des matériaux qui ne collent absolument pas, qu'on ne sait pas faire coller ou très difficilement aux dents, donc il faut faire des cavités qui sont beaucoup plus auto-rétentives, donc ce n'est pas bon, on ne conserve pas. Donc il y a toute une série de raisons d'évoluer, mais ne partez pas avec le message que l'amalgame c'était mauvais et que les composites c'est bon, on n'est certainement pas dans ce cas de figure-là. Et donc quand on a créé ce centre de recherche, les objectifs qu'on s'était mis, c'était vraiment donc, parler avec des ingénieurs. Donc quand j'ai eu ce défi, quand j'ai été nommé et que j'ai rencontré à l'époque le vice-recteur, il m'a dit voilà, votre défi de votre nomination, c'est de créer une activité et de développer cette recherche en matériaux. Et donc je suis retournée du côté dentaire, et puis je me suis dit, mais en fait la place, elle est du côté des ingénieurs, en tout cas pour initier ça. Et donc on a effectivement, on s'est posé à l'interface, on s'est dit, ce sont des matériaux. Eux étaient très contents d'avoir ce volet application, sauf qu'ils ne comprenaient pas pourquoi au lieu d'une poutre comme ça, je leur demandais des poutres comme ça, donc ils adaptaient leur technique. Mais effectivement, il y avait toute une série de problématiques qui étaient pour eux qui leur parlaient.
Et donc on s'est fixé différents objectifs. Un, nous voulons maîtriser mieux la caractérisation de nos matériaux, et ça nous permettra de donner des informations aux cliniciens. Deuxièmement, nous voulons, en les maîtrisant mieux, les comprendre, et à ce moment-là, nous pourrons commencer à développer de nouveaux concepts. Et ça, c'est vraiment le core business de ce qu'on a essayé de développer au niveau de ce centre de recherche, et que Julien, en reprenant la succession maintenant, continue à développer au sein de son équipe, et c'était vraiment ce qui nous motivait. Je vous parle résine composite, je ne peux pas passer au-delà de ça sans vous évoquer ce que vous allez y trouver, et certains qui ont une vocation un peu chimique, vous allez directement voir qu'effectivement, on n'est pas dans la panacée. On a une fraction, ce matériau que le dentiste va venir polymériser, il y a une fraction inorganique des charges qui nous donne un renfort, parce que sinon on a juste un matériau de type polymère, donc on a des charges, ce qui fait que quand vous faites une radio, vous allez voir votre matériau aussi. Et puis on a des monomères diméthacrylés, donc pour qu'ils prennent, il faut qu'il y ait deux réactions, double liaison de part et d'autre. Ok, ça c'est la chimie. Me permet juste d'évoquer, je suis désolée si c'est petit, mais il y a beaucoup de choses. C'est le monomère qui était majoritairement utilisé, qui est le bis-GMA, que nous appelons bis-GMA, est conçu à partir de bisphénol A. Je pense que vous êtes même peut-être mieux que moi encore au courant. Il y a de nouveau eu beaucoup de polémiques sur le bisphénol A. Ne vous alarmez pas, on ne libère pas des masses de bisphénol A dans la cavité buccale. Et quand on voit comment la presse et comment les évolutions, on peut retirer tous les biberons du marché avec risque de bisphénol A, mais personne n'a dit ça, parce que si on retire toutes les résines composites, on ne sait pas ce qu'on place en bouche. Donc c'était comme ça que l'amalgame est parti. Malheureusement, nous n'avons pas de successeur. Donc on a des matériaux qui ne sont pas inertes. On n'a pas la panacée avec ces résines composites, mais on a effectivement des bons matériaux. Et pour la petite histoire, il y a effectivement un agent de couplage, parce que faire adhérer des charges avec des monomères, ce n'est pas vraiment des choses qui se parlent directement. Alors quand le dentiste prend ce tube et qu'il vient vous le mettre dans la cavité buccale, qu'est-ce qu'il fait si vous avez subi une restauration en composite? Ce que vous avez vu, c'est qu'il vient avec la lampe Schtroumpf, comme disent les pédodontistes aux enfants, donc avec une irradiance dans le bleu. Et donc ce qu'on induit, c'est une réaction de photopolymérisation radicalaire, donc on produit l'apparition de radicaux, ce photon va initier et va libérer les premiers radicaux, et donc on a une réaction en chaîne qui va nous permettre de faire un réseau majeur, et donc quelque chose qui est directement durci, donc vous pouvez repartir avec votre restauration qui est effectivement finalisée. Alors, quand on regarde, le patient arrive, c'est une restauration qui est dite défectueuse, il n'y a pas de point de contact, donc vous risquez d'avoir toute l'alimentation et donc un stock alimentaire qui va se faire là. Il faut restaurer pour avoir un meilleur point de contact. On passe par l'étape de la cavité, mais on passe par toute une série d'étapes. De nouveau, réfléchissez ou posez des questions. Ne parlez pas quand il vous soigne, mais discutez avec votre dentiste. C'est toujours là, comme dirait M. Melin, il dit toujours, c'est quand j'ai la bouche ouverte que vous me posez la question. C'est là qu'on est sûr de pouvoir parler, M. Melin, parce que sinon... Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a toute une série d'étapes à faire, et ces étapes sont vraiment très très sensibles. Donc ça paraît un petit peu petit bricoleur, mais il faut savoir que le succès à long terme, il ne faut pas dire que le matériau n'était pas de bonne qualité, probablement qu'une de ces étapes bien spécifiques n'a pas été respectée. Alors, moi, l'objectif n'est pas de passer à travers toutes ces étapes, c'est de vous illustrer quelques résultats que nous avons eus au niveau de notre centre de recherche et de nos activités, mais il faut savoir que notre objectif n'était pas de faire de la recherche fondamentale pour la recherche fondamentale, mais c'était chaque fois de partir avec une problématique clinique, de l'amener au laboratoire, de voir les ingénieurs comment ils pouvaient répondre à cette problématique clinique et de revenir vers les cliniciens. Et donc les étapes de manipulation, on a étudié, on était une des premières équipes à mettre tous les concepts, et Dieu sait que c'est compliqué, même les ingénieurs le disent, de tout ce qui était propriété rhéologique, parce que si vous avez quelque chose qui est vraiment dur, petite cavité, ce sera impossible d'aller vraiment le pousser jusque dans le fond, mais si vous avez quelque chose qui ressemble à de l'eau, vous n'arriverez pas à le faire tenir dans la restauration non plus. Tout ce qui était la réaction de prise, on a quand même mis, et là on a quand même passé du temps pour effectivement bien la caractériser et voir comment on pouvait la rendre optimale. Et puis la performance à long terme, ça va dépendre des propriétés mécaniques et des propriétés biologiques. Alors, je vous illustre une des premières choses. Dans notre objectif, vous avez vu avec les 4 points qu'on voulait faire avec notre centre de recherche, première étape qu'on voulait, c'était mettre au point des méthodes, des vraies bonnes méthodes de caractérisation. Et donc, un des premiers papiers qui était sorti quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était l'application de la spectroscopie Raman pour effectivement avoir une bonne image de ce qui est polymérisé. Donc, vous avez vu qu'on prend des monomères, vous avez vu qu'on les illumine, entre guillemets, par cette lampe, les doubles liaisons se convertissent, mais après, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on est sûr que ce matériau est effectivement bien polymérisé? Donc, on a appliqué ça. Pour eux, c'était relativement simple, c'était un outil qui était là. On a pu publier ça et donc maintenant c'est vraiment utilisé en... On va me dire, mais quel est l'intérêt
de savoir si le matériau est bien polymérisé. Il est dans ma bouche, c'est bien, moi je peux repartir, c'est fonctionnel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des petites expériences très simples. On prenait un petit matériau, puis on le mettait dans un moule, entre guillemets, en téflon par exemple. Donc on simulait la cavité, puis on prenait cet échantillon et on allait voir en profondeur si ce matériau avait bien durci, si on peut utiliser ce terme. Et ce qu'on voyait, c'est des choses comme ça. Donc là, effectivement, soyez pas surpris, 50%, 50-60, on ne sait pas monter plus haut, le réseau est figé à ce moment-là. Et donc ça, ce sont des polymérisations optimales. Mais par contre, vous voyez bien que 2, 3, 4 mm en profondeur, c'est vraiment plus polymérisé. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, effectivement, on pourrait le dire ainsi. Le dentiste, lui, schématiquement, il passe sa sonde sur la restauration et il passe sa sonde ici. Et donc le dentiste, il dit, c'est ok, c'est bon, c'est polymérisé. Et nous, on dit, en profondeur, si vous avez mis un gros paquet comme ça, c'est pas du tout polymérisé. Du coup, bon, ok, c'est pas grave. Si, parce que les propriétés mécaniques qu'on attend, mettez votre doigt entre deux molaires, mordez à bon coup, ça fait quand même une certaine force occlusale. Et donc, inévitablement, ce matériau doit présenter des propriétés à un cahier de charge mécanique. Et donc, autre chose, c'est pas assuré si c'est pas polymérisé. 2, il me permet quand même de dire sur les coupes histologiques ici, que vous voyez que cette restauration, elle n'est pas très très loin de tout ce potentiel cellulaire qui est là sous-jacent. Et elle est quoi, la dentine? Elle est perméable. Vous laissez là, à cette proximité du matériau qui est tout à fait non polymérisé, vous laissez la possibilité de diffuser au sein de ces tubuli des TEC-DMA, des monomères diméthacrylés qui pourront venir jouer leur rôle toxique au niveau de vos cellules. Donc il faut impérativement que ce matériau soit bien polymérisé et que les dentistes en soient conscients. Quand nous avons fait ces travaux, il faut savoir que, je vous l'ai montré avec les sites internet, mais le marketing qui est derrière tous les matériaux dentaires est excessivement important. C'est un peu une source de combat avec le docteur Leprince face à ces firmes. On n'arrive jamais à savoir ce qu'il y a dans les matériaux. Et ils peuvent jouer sur des arguments de vente qui sont très importants. Ce qu'ils ont sorti à un moment, c'est de dire on va mettre sur le marché une lampe à plasma. Il faut savoir que pour polymériser une couche, nous on conseille, donc l'irradiation conseillée à l'époque, on conseillait 40 secondes. C'est long et c'est pas long 40 secondes. Quand je vous parle comme ça, c'est pas trop long, enfin, j'espère, mais quand vous êtes chez le praticien et que vous avez la bouche ouverte, 40 secondes par 2 mm, ça fait long. Pour le dentiste, sur la longueur de la journée, ça fait très très long. Au coût horaire de l'heure d'un dentiste, c'est effectivement impressionnant. Et donc, un fabricant qui a eu la géniale idée de dire « je sors une lampe à plasma, vous pouvez polymériser en 3 secondes ». Et, coup de grâce, vous n'avez pas de risque que ce matériau se contracte. Donc effectivement, d'un point de vue marketing, c'est impeccable. 3 secondes, si de toutes les couches de 40 secondes passent à 3 secondes, et en plus cette contraction que vous imaginez bien, toutes les molécules double liaison s'associent les unes aux autres, donc vous contractez. Si je demande à tout le monde de pouvoir toucher son voisin, inévitablement la masse va se contracter, je vais tirer sur mes parents. Donc l'argument était vrai, le matériau ne se contractait pas, mais pourquoi il ne se contractait pas? Parce qu'il ne polymérisait pas. Et donc c'était un arnaque, enfin excusez-moi, mais c'était vraiment le cas. Ce matériau, on avait une petite polymérisation là, et puis on n'avait plus rien. Donc l'argument de absence de contraction, tout à fait exact, l'argument de polymérisation, légèrement oublié. Le dentiste doit être informé de ça, il a la responsabilité de placer quelque chose dans vos bouches. Alors, je vous fais l'impasse sur ce schéma, c'est le schéma de thèse de Julien Leprince qui est ici présent, et donc on a vraiment mis l'impact pour expliquer aux dentistes qu'il y a une quantité, vous les voyez, qui sont impressionnantes de facteurs qui vont impacter la qualité de la polymérisation qui va être mise, donc qui va être réalisée au niveau de votre restauration. Alors pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Parce qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de ces matériaux, c'est 15 € le gramme, je crois qu'ils pourront me corriger, mais c'est à peu près 15 € le gramme cette petite résine. Au laboratoire, je peux vous assurer que ça ne coûte pas 15 € quand on prépare des résines composites. Et les firmes vous disent, si vous achetez 6 seringues, vous recevez la lampe gratuite. Vous savez, c'est ce que vous avez quand vous allez au Delhaize, si vous achetez 6 bouteilles, vous avez le tire-bouchon, mais là, vous allez juger qu'il n'est pas de qualité, vous n'allez pas l'employer. C'est exactement la même chose au niveau des dentistes. Il y a des lampes qui sont performantes et on ne polymérise pas n'importe comment. Alors, on a continué à partir de là, on pense être arrivé à une relativement bonne maîtrise des caractérisations et une bonne compréhension de ce qui se passait dans nos matériaux. Et donc, on a commencé, alors, on a publié pas mal de résultats à ce niveau-là. J'en ai illustré 2, parce qu'il me semblait relativement illustratif de ça, et puis parce que le premier auteur est un jeune chercheur, Luc Randolph, qui est ingénieur de formation, qui a pris le pari de venir travailler avec nous, et donc qui baigne parmi les dentistes, et qui apporte toujours son regard d'ingénieur. Quel était son objectif? Les dentistes, ils ont des matériaux qui sont avec des beaux slogans de nano-hybrides.
Et en fonction de ce slogan-là, ils le choisissent pour le mettre dans la cavité, dans votre restauration. Il faut savoir qu'ils en ont à peu près une cinquantaine, si pas plus, à leur disposition. Mais comment sont-ils sûrs que celui qu'ils vont choisir est celui qui va effectivement répondre aux beaux critères? Ce sont des critères commerciaux. Et donc son objectif, c'était de dire qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut des matériaux qui ont des bonnes propriétés mécaniques, qui sur le long terme vont vous donner satisfaction. Ce ne sont pas des critères de nano-hybride, micro-hybride, etc. C'est le pourcentage de charges, vous avez vu ces charges qu'on met là, mais qui sont toutes différentes malgré la même catégorie. C'est ce pourcentage de charges qu'on va mettre dans le matériau qui vont donner les performances. Et donc, ce que Luc essaye de publier maintenant avec Julien dans des textbooks, c'est de dire aux praticiens, attention, si vous voulez un matériau, si vous voulez avoir des critères qui vous permettent vraiment d'assurer l'indication clinique que vous visez, c'est le pourcentage de charge. Peu importe que le fabricant l'appelle fluide, flowable, condensable, etc. Allez voir ce qu'il a dans son sein, ce matériau, et vous pourrez effectivement avoir quelque chose qui correspond à ce que vous attendez. Premier point. L'autre chose qu'il a fait, puisqu'on maîtrise bien, c'est l'autre volet de cette diapositive, c'est de dire, mais à partir du moment où on maîtrise bien ça, vous avez dit c'est la lampe bleue. C'est la lampe Schtroumpf. Pourquoi? Parce que cette lampe répond à cette camphoquinone. Donc le photoinitiateur qui se trouve dans les matériaux a besoin d'un faisceau qui est radié dans le bleu pour répondre. Mais Luc a eu l'initiative, parce qu'on savait que c'est photoinitiateur, et donc ils ont effectivement travaillé avec Julien sur d'autres photoinitiateurs qui se rapprochent un peu plus de l'ultraviolet, donc on a nos limites par rapport à ça, mais qui effectivement sont éventuellement avec des facteurs d'absorption tout à fait différents. Et donc il a mis au point, et on est en train d'essayer d'aller de plus en plus loin dans l'éventuelle commercialisation de ces matériaux, mis au point des matériaux qui effectivement, et là il n'y a pas d'erreur sur les chiffres, peuvent être polymérisés 1, 3 ou 9 secondes. Donc je reviens, et c'est bien pour ça que je vous ai parlé d'alloplasma. Mais par contre, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le degré de conversion. Donc c'est vraiment ce réseau. Ce réseau est plus que formé. Donc on n'a pas d'inquiétude, ces matériaux sont bien formés. Et ce qui se prouve d'autant plus, c'est que si on regarde ce que les molécules non trappées, donc les monomères non trappés de type BGMA ou de TEC-DMA, qui sont ces petites molécules qui pourraient diffuser, eh bien on voit bien qu'avec des très très courts temps de polymérisation, on n'est pas capable d'en libérer. Donc on a un matériau qui mécaniquement tient la route, qui biologiquement tient la route, et qui malgré ça peut être polymérisé avec des temps. Donc on est dans ces deux dispositifs. Alors, j'arrive en parlant très vite, tout doucement à la fin de mon exposé, pour vous dire qu'au niveau de l'équipe de recherche que vous avez vu qui s'appelle DREAM, on a effectivement développé toute une connaissance pour les matériaux de restauration commune. Si on va une étape plus loin, et vous avez vu à un moment la carie va envahir éventuellement, on restaure un peu plus, on va commencer à se rapprocher de la pulle. De nouveau, rappelez-vous mon image, on ne prend pas le bazooka pour tuer la mouche, on ne commence pas à aller beaucoup plus loin. On peut développer, on y travaille au laboratoire, des matériaux qui sont encore plus bioactifs et qui vont encore avoir la possibilité de libérer tous ces éléments bioactifs. Donc ce n'est pas nécessairement eux qui sont bioactifs, mais ils vont mettre en exergue tout le potentiel bioactif de la dentine pour effectivement venir cicatriser la pulpe. Donc sur l'image qui est ici, mais elle ne passe pas bien, vous avez quasi une pulpe en transparence. On est vraiment en train de frôler et de jouer avec l'ouverture de la chambre pulpaire ou pas. On va une étape plus loin, malheureusement on est dans la pulpe est ouverte. Souvenez-vous du cas où je vous ai montré, la dentine va réagir autant que possible, elle va créer ça. Mais souvenez-vous, je vous ai bien montré, là on a encore du tissu qui est sain. Donc il n'est pas nécessaire de nouveau de prendre les armes et de sortir les gros instruments qui sont là. On peut essayer de mettre un matériau, c'est tout l'objet de la thèse de Julien, j'y reviens tout de suite, qui effectivement peut maintenir cette vitalité et donc garder votre dent vivante avec tout son potentiel de régénération. Cas de figure où on ne sait vraiment pas aller, on a un matériau et là on va effectivement venir avec des matériaux inertes. Alors je reprends, je fais un petit focus là-dessus parce que comme je vous ai dit, on a Julien Bocquis qui nous a rejoint dans l'équipe et qui travaille là-dessus pour maintenir cette vitalité pulpaire. Toute une série d'arguments. La cellule souche, j'espère que je vous en ai convaincu. La dent, la proprioception que vous avez, la sensation que vous avez d'une dent vivante, elle est bien meilleure. D'un point de vue santé socio-économique, il faut y réfléchir aussi. Dévitaliser une dent, ça coûte cher. Ce sont des traitements qui durent. Pour le patient, vous êtes encore plus longtemps la bouche ouverte avec ces petites sondes qui viennent nous mettre ces petits instruments minimes là, et avec cette digue en plus. Donc là, il n'y a vraiment plus moyen de parler. Alors, on essaye vraiment de garder cette vitalité pulpaire. C'est l'objectif. Julien m'a montré 2 cas cliniques qu'il a traités dans son étude, qu'il a vus. Je vous passe les détails. Ce qui est important à retenir, ce sont 2 patients qui souffrent, qui ont mal. Ceux qui ont eu mal aux dents, vous savez ce que ça peut faire, très mal.
Donc la douleur est intense, à peu près dans les 2 cas. Ça dure quelques jours parce que les urgences dentaires, ce n'est pas vos urgences médicales. Donc quand on a à la garde de Saint-Luc, on se bat toujours avec eux quand ils arrivent, on nous dit il faut les soigner, et quand on dit vous avez mal, oui ça fait 5 jours que j'ai mal. Donc la notion de garde et d'urgence n'est peut-être pas tout à fait la même chronologie que la vôtre. Mais on suspecte 2 pulpites irréversibles. Enseignement, ce qu'on aurait fait, c'est prendre effectivement le bazooka, on aurait dévitalisé la dent, on aurait enlevé tout le potentiel vivant de cette dent. Ce que me montre Julien, c'est qu'effectivement dans ce cas-là, il a placé un matériau et il a laissé le potentiel vivant de la dent au niveau des racines. La patiente a été suivie et après 1 semaine, il n'y avait plus de douleur. L'autre, ça c'était pas dans le département qui avait été fait, et là effectivement à la dévitalisation, le patient après 1 semaine effectivement avait encore mal aux dents. Et donc il y avait encore une sensation de gêne. Le potentiel ici, on ne sait pas dire est-ce que c'est irréversible, est-ce qu'un jour on ne devra pas quand même dévitaliser cette dent? Peut-être, mais en tout cas à ce moment-là on pourra basculer de l'autre côté et pour l'instant on peut garder ce potentiel important. Alors, on ne s'est pas contenté de faire ça, et parce que quand on a rejoint le Louvain Druk Research Institute sur le site de Woluwe, on s'est dit, et là c'est plutôt toutes les compétences que vous avez vues, j'ai illustré l'étude de Julie Van Acker qui est présente aussi, qui est biologiste, sciences biomédicales, excusez-moi, et donc effectivement l'idée maintenant c'est de se dire que non seulement on garde le potentiel, mais on l'induit, et donc on va aller vraiment stimuler le potentiel qui se trouve au niveau de nos tissus là, voire dans le cas où on a vraiment besoin de dévitaliser la dent parce que la dent est nécrosée, on va aller mettre un hydrogel avec des cellules souches et donc recréer une vitalité pulpaire. Ça s'arrête là? Non. Moi oui, bientôt. Il y a juste encore des équipes de recherche, et ça on a décidé de ne pas aller plus loin, qui se demandent dans quelle mesure on ne pourra pas, avec tout ce potentiel de régénération, un jour régénérer une dent complète. Vous avez perdu votre dent, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez me faire repousser une dent? Nous non, certainement pas. Je fais allusion à cet article sorti dans le PNAS en 2009 qui a montré qu'à partir de cellules souches pour l'émail et pour la dentine, ils ont pu effectivement recréer un bourgeon. Vous allez jusqu'au bout, ils ont pu faire ressortir chez le rat une dent qui a pu venir en éruption, qui a pu venir se mettre en occlusion avec les dents antagonistes. Encore beaucoup de facteurs limitants. Vous avouez que je ne serai pas candidate à avoir une molaire qui sort à la place d'une incisive. Ce n'est pas vraiment le sourire de star. Et donc on n'en est pas là. Mais il faut savoir que ces travaux existent, que le potentiel est là et que probablement qu'on pourra un jour y arriver. Alors, les messages que j'aimerais avec lesquels vous repartiez, c'est qu'effectivement la santé bucco-dentaire, on a en Belgique un état bucco-dentaire satisfaisant. Attention à certains groupes spécifiques avec des niveaux socio-économiques éventuellement moindres. Que j'espère une fois pour toutes que vous repartirez dans vos disciplines et vos spécialités et que vous direz chaque fois à vos collègues attention si le patient, qu'en est-il de son état bucco-dentaire, et surtout ne lui dites plus s'il vous plaît retirez et jetez votre brosse à dents, que les perspectives sont là, que les tissus dentaires ont ce potentiel biologique, que donc si vous allez vous faire soigner, cherchez à conserver un maximum les tissus dentaires et éventuellement appliquer des biomatériaux. Alors j'espère que, effectivement, je tiens à remercier certainement mon équipe, ils sont en grande partie là et ils savent à quel point je suis super fière d'eux. Puis je vous remercie pour votre attention en espérant pas vous avoir fait trop grincer les dents. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Mme Leloup? Une clarté Ils ont tous mal au bras. limpide. Oui. L'autre versant, le versant osseux, il y a des progrès qui, quand les problèmes paraux ont provoqué des problèmes osseux, est-ce qu'il y a autant d'espoir et de... Mais là, je pense que tu as dans l'auditoire il y a autant d'optimisme de ce côté-là? Je pense que là, Eric Rampen est bien mieux placé pour moi que répondre du côté paro. Là, je ne vais pas du tout me lancer là-dedans. Mais oui, parce que là, mais voilà, oui, le message c'est oui, il y a beaucoup d'espoir, mais... Donc c'est des deux côtés, du côté de la dent et du côté de l'os. Louis. C'est une magnifique présentation, merci, on a beaucoup appris. J'ai une question concernant ce problème de polymérisation en profondeur, qui ne se fait pas bien. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une illumination par étage? C'est ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on fait. Donc, bon, désolé, c'est d'aller très vite, mais donc quand je vous ai parlé, quand je vous ai montré le graphe,
effectivement, ce qui est fait, c'est que le dentiste doit polymériser par 2 mm. Et donc, il doit mettre ses couches 2 mm par 2 mm. Il doit les construire. Mais pour le dentiste, ça lui pose problème, ça prend du temps. Et donc, il préférait de loin remplir la cavité et polymériser une bonne fois. Et donc, commercialement parlant, ils ont sorti des matériaux dits bulk fill, où ils prétendent qu'effectivement, vous pouvez mettre la masse et vous pouvez polymériser. Et donc, une bonne restauration. Mais donc, passer de 40 à 3 secondes, 40 secondes ou 20 secondes à 3 secondes, on gagnerait un temps significatif. Mais on stratifie. Enfin, on demande qu'il stratifie. Monsieur Carlier. Carlier. Alors, félicitations, c'est le de moi. C'est ma spécialité dentisterie. Ma question est la suivante. Au lieu des difficultés de polymérisation, vous avez bien expliqué, est-ce qu'il y a des démonstrations de diffusion de dérivés phénoliques du sang, par exemple, suite à ces mauvaises polymérisations? Autrement dit, est-ce qu'il y a des conséquences potentielles au niveau biologique ou autre? Et donc, est-ce qu'il y a des études? Il y a eu probablement des études. Ce qui est montré au niveau c'est toujours un effet seuil. Donc il n'y a pas de concentration, enfin à ma connaissance, mais de nouveau Julien qui est derrière vous confirmera parce qu'il est encore plus au top, il n'y a pas d'effet oncologique évident à partir d'une restauration dentaire. Enfin, on est très très nombreux à avoir des résines composites en bouche. Je pense qu'on n'est pas tous avec des pathologies cancéreuses. Donc effectivement, il y a des libérations de monomères, on peut les montrer. Pas toutes nos libérations et les études de Luc étaient dans des solvants qui étaient plutôt de type alcoolique. Donc dans l'eau, on n'a pas une grosse libération, mais ce qui peut être libéré peut avoir des répercussions type œstrogène, etc., s'il y en a. Mais l'effet seuil est tel que probablement qu'on n'est pas dans la toxicité. Il y a de la publication, oui, il y a des publications. Monsieur Cunec, merci pour ce magnifique exposé. Une question très basique. Est-ce qu'il faut brosser les dents ou il faut brosser la gencive? Je propose que les dentistes répondent. Enfin, je suis dentiste, mais loin de. Il faut brosser les dents, votre plaque est sur votre dent. La plaque dentaire qui se dépose, c'est ça, c'est ce biofilm qui vient se déposer. Alors, si Luc était avec nous, il travaille maintenant à essayer de créer des surfaces qui vont être répulsantes, enfin, qui vont rejeter, entre guillemets, cette adhésion bactérienne. Il faut savoir que si vous sortez de chez le dentiste qui vous a fait un polissage de vos dents impeccable, en déant l'heure, vous avez directement une pellicule acquise qui s'est mise, qui est acellulaire, et en déant les 4 heures, vous avez une contamination bactérienne évidente sur vos dents. Mais c'est la gencive au centre de toute pathologie associée. Non, des problèmes carieux, c'est pas la gencive. Hein. Non, mais les problèmes cardiovasculaires, les problèmes à distance, c'est alors, la périodontique qui est... Non, de nouveau, c'est ce qu'on dit. Vous avez le spécialiste juste dans le rang devant. Non, mais, enfin, oui, même deux rangs devant, mais donc il y a les problèmes parodontaux dont vous évoquez, problèmes gencives, problèmes, et là, effectivement, Dr Rompen va pouvoir vous répondre, mais un rang derrière, vous avez les spécialistes en endodontie, et donc quand vous avez une dent qui se nécrose, vous avez des foyers périapicaux qui sont potentiellement tout aussi nocifs que les foyers parodontaux. Et donc ça, c'est à partir du problème dentaire. J'abonde dans son sens, donc c'est les deux problématiques ont des répercussions à distance au niveau systémique. C'est à la fois les problèmes gencives, mais aussi les problèmes d'infection et d'inflammation apicale, donc les conséquences de la carie qui provoque la nécrose de la bulle et de la diffusion dans le compartiment osseux ont aussi des conséquences. Ça a aussi des conséquences pour les périapicaux sur les nécroses osseuses liées aux antirésorptifs qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans l'ostéoporose et le cancer. Ça vient essentiellement en réalité de ces lésions périapiques. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, faut-il brosser la dent ou la gencive? C'est très clair, il faut être à cheval sur les deux. Il faut brosser et la dent et la gencive. Donc toujours mettre la brosse à dents à cheval sur les deux. Moi j'avais une question pour toi. Dans ton dernier schéma, Gaëtan, tu montres effectivement les différents types d'évolution et de possibilités que l'un qui se développe. J'étais étonné de ne pas voir une chose. Moi ce que j'aime, je suis dans la régénération tissulaire osseuse. Moi ce que j'aimerais voir un jour, c'est que toute cette destruction dentaire créée par la carie, qu'au lieu de la remplacer par des matériaux composites, de l'industrie chimique, et malheureusement toute la puissance financière de l'industrie chimique derrière aussi. Il faut peut-être aussi que tout le monde sache ici que c'est probablement la puissance financière de l'industrie chimique
qui a expulsé les amalgames d'argent hors des bouches et qui les remplace aujourd'hui par effectivement des résines composites qui sont pas forcément meilleures que ce qu'on allait remplacer. Mais pourquoi ne pas essayer au lieu de remplacer la matière dentaire détruite par la carie par des résines composites, pourquoi ne pas un jour volontairement aller jusqu'à la pulpe dans notre préparation et là déposer une matrice avec des facteurs de croissance pour régénérer la dentine et limiter la quantité de matériaux. Je pense, je sais revenir en arrière. Voilà, je pense qu'on en... Ah, non. Voilà, je pense qu'on en est là dans ce qui a voulu être montré ici. Hein. Donc c'est typiquement ce qu'on veut montrer. Donc, le message à passer, c'est qu'il faut absolument maîtriser les matériaux, mais le potentiel, si déjà l'étape est faite, qu'on maîtrise les matériaux, qu'on ne va pas déjà tout enlever, ce potentiel est tel qu'on peut faire du cell-homing et effectivement remobiliser et réactiver avec tous les facteurs de croissance, avec des systèmes ici, donc là c'est Julie derrière qui pourra en parler mieux, mais avec des hydrogels qui pourront venir restimuler, et l'espoir est pourquoi pas un jour de remonter le plus haut possible et de n'avoir plus que cette petite coque esthétique en composite pour remplacer les mailles. Donc oui, là je te rejoins tout à fait. Un grand merci et un bravo. Merci.